Salut à toutes et à tous, bienvenue parmi nous. Merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de Diasporama à partir de Paris, un Diasporama consacré à l'universitaire et essayiste Lydia Haddeg. Bonjour. Bonjour Maya, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté de faire votre Diasporama, Lydia. Ben, nous avons la baie d'Alger en arrière-plan, hein, Moment. et en fond. C'est vrai. Hein. Et nous allons savoir tout à l'heure, vous pouvez dire d'ailleurs pourquoi vous avez mis ce fond d'Alger derrière vous. Moi, je devine pourquoi. Alors j'ai mis ce fond parce qu'en fait on voit la ville de face, donc comme ça on a les deux points de vue et parce que ça fait écho aussi à ma recherche sur les artistes du Môle d'Alger, donc le Môle d'Alger, là, j'en parlerai après peut-être, donc la fameuse Jetée Kherdine qui permet en fait d'avoir cette vue en fait de faire face à la ville d'Alger. La ville d'Alger, oui. Vous êtes l'auteur du livre La génération du Môle d'Alger, paru récemment aux éditions Casbah en Algérie. Stock épuisé. Hein. On est déjà en mode deuxième édition, c'est ça? J'espère bien, je reste optimiste. Je ne sais pas s'il est épuisé, mais Ah, d'accord, c'est ce que j'avais cru comprendre tout à ouais, l'heure en préparant ouais. l'entretien. Non, donc c'est juste une réédition que vous préparez. Oui, D'accord. Bon. Alors, on y reviendra tout à l'heure, mais je vais d'abord vous présenter Lydia. Vous êtes, donc je l'ai dit, universitaire et essayiste. Vous êtes, vous êtes née, vous avez grandi à Alger. Vous êtes chercheuse en histoire de l'art, diplômée de Sciences Po Paris et de l'École des hautes études des sciences sociales. Vous avez consacré une thèse au monde de l'art maghrébin au XXe siècle. Actuellement, vous êtes doctorante en histoire de l'art à l'université Panthéon-Sorbonne et vous vous intéressez particulièrement aux politiques culturelles en Méditerranée et aux liens entre art visuel et poésie. Alors, on va essayer de démêler tout ça, mais on peut se rendre compte que tous ces éléments sont liés en fait. Hein. Vos passions, entre autres, sont l'art, les sciences politiques, hein, l'histoire, les arts visuels et la poésie. Et le féminisme, puisque c'est surtout oui, ça dont nous allons parler tout à l'heure, n'est-ce pas, Lydia? absolument. Absolument. Très bien. Alors, nous allons vous écouter vous exprimer en premier lieu et profitant de cette période de célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, pour parler d'un sujet, donc je le disais tout à l'heure, une de vos passions, qui est la lutte de libération des femmes, le mouvement féministe algérien précisément, mais je pense de manière générale également. Alors vous qui êtes né, vous faites partie de la génération post-indépendance, ça représente quoi pour vous le 5 juillet 2022, 60 ans d'indépendance? euh, Qu'est-ce que ça vous inspire tout de suite? Ça inspire beaucoup enfin, de prime abord, ça inspire des choses qui relèvent plus de l'affect que au départ, hein, c'est d'émotions, Oui, beaucoup d'émotions parce qu'on a l'impression des enfants d'indépendance quand même et qu'il y a quand même une filiation révolutionnaire et qu'on doit toujours rendre hommage à cette histoire-là. Et oui, en même temps, c'est une boussole en fait, mais qui indique le sud, j'ai l'impression. Ça donne une certaine orientation aussi politique, un certain imaginaire des luttes, etc. Et je oui, pense qu'il y a beaucoup de fierté aussi à se revendiquer de cette date. oui, très bien. Alors, je le disais tout à l'heure, la lutte des femmes pour acquérir plus de droits, pour être l'égal de l'homme, c'est un sujet qui vous passionne. Avant d'aller un peu plus profondément dans le sujet, et partant d'un texte magnifique que vous avez écrit d'ailleurs, qu'est-ce que vous allez chercher dans le combat des femmes, au-delà du fait que vous soyez une femme, bien entendu, qu'est-ce que vous allez chercher dans l'histoire du combat des femmes en Algérie? Je pense que les personnes qui s'intéressent aux luttes pour l'égalité en général devraient beaucoup s'inspirer de la lutte des femmes, et notamment des femmes algériennes, parce que j'estime qu'elles nous donnent une véritable leçon de dignité humaine, de dignité politique, Oui, parce que leur lutte, en fait, elle est non seulement émancipatrice pour elles-mêmes,
mais elles ouvrent les horizons sur d'autres questions en général, sur l'égalité sociale, la justice sociale, sur des combats émancipateurs en général. Donc, enfin, je pense que dans le féminisme, il y a des outils en fait qui permettent d'inclure en fait d'autres luttes et de les articuler à d'autres luttes sociales, d'autres luttes citoyennes. Et le féminisme, le mérite du féminisme en Algérie permet en fait de voir les choses de manière très, très ouverte, très inclusive. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Lydia, nous donner plus d'exemples? Alors, par exemple, quand on lutte pour l'amélioration des conditions de vie très matérielles des femmes, Mhm. on pense à toute la société. Enfin, la femme est précarisée, quel que soit son statut social, Oui. qu'elle soit issue de la bourgeoisie, qu'elle soit prolétarisée, etc. En fait, le fait de subir une oppression, quel que soit notre statut, permet en fait d'avoir conscience des autres oppressions. Quand on est une femme, on peut être aussi une femme pauvre, on peut cumuler les oppressions et en fait, ça nous permet de nous ouvrir à d'autres paradigmes, au paradigme de la classe, au paradigme, par exemple, racial, quand on est dans un pays, par exemple, occidental, les afroféministes ou les féministes of color. Donc, ça permet en fait d'avoir une vision un peu à 360 degrés de toutes les oppressions. Mhm. Si on parle des conditions matérielles, on nous dit oui, mais la pauvreté, oui, mais les hommes pauvres, mais il y a plus pauvre qu'un homme pauvre, c'est sa femme. Donc il y a toujours le fait d'être une subalterne, en fait, donne une espèce de conscience de soi, mais aussi une conscience des injustices autour de nous. Donc voilà. Mhm. Très intéressant. Alors, j'ai eu entre les mains un texte, un de vos textes, parce que vous écrivez beaucoup sur plusieurs sujets. Et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un texte que vous avez intitulé Hirak et féminisme, une équation à deux inconnus. Comment est partie l'idée de lier le Hirak, qui est un mouvement de contestation populaire, au féminisme qui, lui, est plus orienté droit des femmes? Alors C'est justement, un angle très intéressant, mais comment vous l'avez trouvé et pourquoi? j'ai l'impression que l'histoire du Hirak, enfin l'histoire du Hirak, elle est en train encore de s'écrire, l'histoire du féminisme et qui s'articule au Hirak, en fait, c'est l'histoire un peu d'un malentendu de départ. On ne s'entend pas forcément sur les mêmes définitions. Il y a comme un chassé-croisé entre les deux. Et je trouve Mhm, ça intéressant d'explorer cet angle mort, de se dire qu'est-ce qui cloche en fait, pourquoi ça coince, parce que dès qu'on dit féminisme et Hirak, il y a des visages qui se crispent, il y a un certain malaise en fait. Et on se dit, mais d'où vient ce malentendu? Est-ce que pourtant, enfin, les revendications des féministes, ça tourne autour, enfin, il y a des revendications d'égalité, de dignité, de liberté. En quoi est-ce qu'il y aurait une contradiction fondamentale entre ça et les idéaux citoyens du Hirak, entre les revendications du Hirak? Et en fait, en essayant de creuser, je me rends compte qu'il y a tout un impensé derrière ça qu'il faudrait peut-être analyser avec une certaine distance critique pour comprendre pourquoi ça dérange en fait. Dans tout, que ce soit dans les milieux conservateurs, ça on peut le comprendre, mais même au sein de ces milieux, disons, de gauche, progressistes, il y a quelque chose qui ne passe toujours pas avec le féminisme. mhm. Vous dites que dès le début du Hirak, il y a eu l'organisation, l'installation du fameux carré des femmes, carré féministe ou carré des femmes. Il est vrai qui revient souvent lors de manifestations bien avant le Hirak également, dans les années 90 par exemple, je pense aux années 90. Et d'ailleurs, vous avez d'abord ce carré des femmes. J'aimerais savoir, selon vous, qui avez fait des recherches pour rédiger ce texte, était-ce l'œuvre d'un groupe d'associations qui se sont dit, bon, ben, on va se mettre ensemble, on va faire le carré des femmes avec des banderoles revendicatives en plus du changement politique général, le changement également du statut des femmes, ou alors ça s'est fait spontanément, selon vous, voilà, des féministes, voilà, qui sont mis ensemble avec des banderoles voilà, qui ont par la suite attiré d'autres. Je pense qu'au dès le départ, il y a eu une volonté, en fait, parce que c'était un enjeu de visibilité à saisir, hein. Le Hirak, en général, était vraiment une opportunité historique pour les féministes de se rendre davantage visibles et de se donner à voir.
se donner à voir, d'autres groupes sociaux dans le Hirak, hein, pas que les féministes. Mais je pense qu'il y a une véritable une stratégie derrière, très précise, de se poster aussi à un endroit stratégique au niveau de la fac centrale pour être visible et pour être entendu aussi. Donc, Mhm. ce qui est intéressant dans ce groupe, c'est que c'est un groupe qui est composé aussi bien de militantes de longue date. Il y a de nouvelles générations de féministes qui intègrent le groupe. Les revendications il y a une convergence des luttes entre les revendications strictement de genre féministe avec les revendications plus globales, plus politiques liées au Hirak. Et en même temps, on retrouve aussi on trouve que en fait, ce qui m'intéresse, c'est le format un peu autogéré, à partisans. Ils ne sont pas tous encartés dans des partis politiques. Il n'y a pas vraiment une ligne idéologique claire, si ce n'est en fait le féminisme, un féminisme qui en fait ouvre ses portes à toute personne en fait qui se reconnaît dans ces valeurs-là. Donc on retrouve aussi bien des Mhm. étudiants, des intellectuels, des militantes, des femmes issues du mouvement associatif, etc. Et donc je pense que c'est ce qui a fait aussi la force de ce carré, c'est son autonomie politique. Voilà. Après, il y a Alors, est-ce que des... vous êtes pour ou contre ce carré féministe finalement? Parce que il est critiqué par beaucoup de personnes, y compris de certaines femmes qui ne veulent pas de carré, qui veulent être, voilà, faire de la coprésence, comme vous dites dans votre texte d'ailleurs, être dans la même marche aux côtés des hommes et tout en revendiquant leurs droits. D'autres préfèrent quand même se démarquer, sans doute pour attirer l'attention beaucoup plus sur leurs revendications spécifiques. Quel est Moi, votre avis? moi, je suis favorable au carré, mais pas favorable au carré exclusivement. Je pense que les deux ne sont pas mutuellement Mhm. exclusifs et que le carré agit aussi, qu'on le veuille ou non, comme une espèce d'avant-garde, de voiture bélier qui va ouvrir les portes et qui va laisser les autres femmes, enfin, pour qu'elles puissent se permettre de penser, marcher en tant que féministes individuellement, il fallait bien qu'il y ait quelque chose de collectif avant tout. Donc, Oui. on peut manifester, évidemment, et c'est ce qui s'est passé en tant qu'individu et au milieu de tout le monde, etc. Mais le fait qu'il y ait un carré, je pense que ça apporte une forme de féminisme décomplexé dont on a besoin. Et je pense que sans le carré, il n'y aurait pas eu cette, euh, cette assurance en fait de d'autres femmes de se revendiquer ouvertement féministes dans les manifestations. Le fait d'être en collectif, ça frappe les esprits aussi et ça permet aussi d'ouvrir les débats avec les personnes qui ne sont pas favorables au fait à ce qu'il y ait des groupes un peu corporatistes ou partisans au sein du Hirak parce que ça serait des ferments de la division. Le fait qu'il y ait un carré, ça ouvre un débat et le fait qu'il y ait un débat, c'est forcément, pour moi, c'est forcément positif. Mhm. Après, je ne diabolise pas non plus, absolument pas, ceux qui critiquent le carré. Je pense qu'il faut qu'il y ait un peu des deux pour maintenir le débat ouvert et pour aussi donner de la visibilité au mouvement féministe. Et justement, ça a ouvert un débat. Ça a ouvert un débat pendant le Hirak et beaucoup de femmes, donc militantes féministes, ont entendu dire c'est pas le moment, mais chez Waqta. Hein. C'est ce qui revient à chaque fois. Au final, c'est jamais le moment de revendiquer le droit des femmes à l'égalité, à la liberté, à plus de droits. Qu'est-ce que vous en pensez? Et pourquoi est-ce qu'on leur dit à chaque fois ça, y compris des femmes? Parce que j'ai assisté aussi à des débats euh, féministes, donc de plusieurs associations, où les femmes entre elles se disaient, mais c'est peut-être pas le moment. Il y a un enjeu national actuellement et c'est peut-être pas le moment pour nous de revendiquer nos droits comme d'autres disaient non, 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 il n'y a pas. Il faut revendiquer tout ce qui est revendiqué. C'est peut-être le moment ou jamais, d'ailleurs. Exactement. Mais je pense que là aussi, il y a un malentendu sur la définition de moment, sur la temporalité. À entendre certains, on a l'impression qu'il y aura comme ça un grand soir où tous les problèmes seront réglés définitivement et hop, d'un coup, Oui. on aura le quart d'heure des Passons aux femmes, femmes, passons aux femmes, on va passer aux femmes. passons aux enfants. Et comme si Oui. le fait de consolider certains acquis, enfin,
qu'il n'y aurait plus aucun danger. Enfin, on le voit aujourd'hui aux États-Unis. Enfin, il suffit Oui. en fait d'une décision politique pour que tout change en fait. Mhm, Donc c'est mhm, tous les jours le moment. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que quand ces discours émanent de personnes démocrates, on se rend compte qu'elles-mêmes sont victimes de cette rhétorique par d'autres autorités. Par exemple, à l'époque des indépendances, on disait aussi aux citoyens, ce n'est pas le moment de parler de démocratie, on doit d'abord être des pays développés, on doit d'abord avoir une économie forte, etc. Donc il y a toujours ce mhm. discours c'est après, il faut en fait c'est ce discours très en fait qui voit la politique comme une série d'étapes en fait à franchir, comme un jeu de société, alors qu'en fait enfin il y a une permanence en fait la démocratie c'est pas c'est pas un horizon comme ça fixe où on devrait gravir des échelons, etc. C'est pas vertical en fait, c'est horizontal, c'est une pratique de tous les jours, c'est une praxis en fait. Donc je ne comprends pas, enfin le moment n'arrivera jamais, enfin le moment, si les gens attendent à un moment, il faut vraiment qu'ils arrêtent d'y croire, il n'arrivera jamais le moment, c'est tous les jours. Oui, oui. Et bizarrement, enfin, bizarrement, c'est peut-être pas le mot, mais ce Hirak a abouti à un changement, hein, dans la vie politique et dans le régime politique. Mais pour les femmes, donc, qui étaient dans ce mouvement et qui ont porté des revendications, ben, on n'a pas vu plus d'aboutissement, plus de droits. Il n'y a pas eu de suite. À votre avis, pourquoi? Il me semble que il y a un rapport de force aussi qui est défavorable à la lutte féministe en général, hein, pas seulement en Algérie, parce qu'en fait, ça reste, quoi qu'on en dise, hein, un mouvement minoritaire. Il n'est pas perçu comme ça, comme un mouvement populaire qui va brasser les foules, etc. Mais je dis que c'est à la fois une force et une faiblesse. C'est une force dans le sens où il ne peut pas être facilement récupérable comme d'autres causes. Par exemple, je ne sais pas moi, la justice sociale, par exemple, qui peut être Oui, un instrument. oui, vous dites d'ailleurs dans votre texte que ce mouvement n'intéresse personne, ni les politiques, ni le régime en place, ni personne ne se l'approprie pour l'amplifier ou pour le faire aboutir. Mais est-ce qu'il doit passer par là? Est-ce qu'il doit passer par là, ce mouvement, pour aboutir et s'épanouir? Ne peut-il pas s'épanouir tout seul? Alors, il peut s'épanouir tout seul parce qu'il y a une forme d'indépendance et d'autonomie à préserver pour Oui, et puis les éviter toute forme de associations récupération. existent, les féministes, les Absolument, militantes existent, les associations existent. c'est Bon, ça. Après, si on veut une réelle massification, parce que s'il n'y a pas, ça ne prend pas à grande échelle, les changements seront minimes. C'est-à-dire que si demain, même si demain, je pense, on fait un référendum par rapport à, je ne sais pas moi, l'abolition d'une loi, etc., s'il n'y a pas de rapport de force, si on n'arrive pas à créer des alliances avec des acteurs sociaux, des organisations qui pèsent, enfin, numériquement déjà, ça ne peut pas prendre partout. Donc, soit on a le choix En fait, c'est à chaque fois la même question. Est-ce qu'on fait du réformisme? Donc, on essaie de changer les choses, mais ça prend énormément de temps. Ou on prend le parti de la révolution, mais pour ça, il faut du monde, en fait. Et comme vous le rappeliez, les femmes entre elles, déjà, ne sont pas acquises à cette cause. Loin de là, hein, loin de là. Après, je reste optimiste parce que, par exemple, il y a ce plaidoyer de Nadia Hidzai du CIDEF pour l'abrogation de l'article 66 du Code de la famille qui est complètement discriminant envers les femmes et qui empêche en fait la femme divorcée de se remarier, enfin qui lui empêche lorsque ces enfants sont mineurs. c'est ça, qui en fait lui ôte la garde de ses enfants si elle se remarie. Et là, on voit par exemple des alliances qui ont l'air un peu contre-intuitives comme ça, avec des associations pour la protection des femmes et des enfants, mais de tendance conservatrice et qui ne s'inscrivent pas du tout dans le féminisme, mais qui, à mon sens, font du féminisme sans le savoir. Donc, Mhm. l'appellation féministe n'est pas revendiquée par tout le monde, mais encore une fois, Oui, la elle fait pratique, peur un peu, vous dites fait qu'elle est peur. souvent associée à quelque chose d'occidental. Oui. Et c'est ce mot-là, vous dites, qui fait peur aux femmes algériennes qui s'inscrivent dans le combat, mais qui n'aiment pas cette connotation féministe.
Oui, parce qu'il y a aussi toute l'histoire coloniale où on a aussi instrumentalisé la question de la femme, de libérer la femme algérienne de son oppresseur de frère ou de mari, etc., qui servait une propagande coloniale. Par exemple, la cérémonie des dévoilements forcés des femmes à Alger dans les années 50. Donc, il y a encore cet imaginaire où on va forcément associer une lutte complètement légitime, complètement normale, à, à quelque chose d'exogène, à quelque chose d'impérialiste. Il y a encore cet imaginaire-là. Et pourtant, il y a un vrai paradoxe parce que ces mêmes personnes vont revendiquer la démocratie entre les citoyens, la liberté d'expression, on peut aussi leur dire que tout ça, toutes ces valeurs-là émanent des démocraties libérales occidentales. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais Tout à le fait. fait de reprocher systématiquement et qu'aux femmes, en fait, ces choses-là, alors qu'il y a il y a des revendications démocratiques, assez universelles hein, qui émanent du Hirak, mais ça bloque au niveau des femmes. Et c'est assez drôle parce qu'il y a un autre paradoxe, c'est on accuse ces féministes de diviser, on les accuse d'être, voilà, de vouloir diviser, de vouloir diviser sur des bases idéologiques, d'être trop controversées, etc. Mais en fait, il y a bien, je pense, un groupe au sein du Hirak qui a, en fait, qui s'est solidarisé spontanément, hein, sans aucun calcul derrière, de toutes les causes, c'était bien les féministes. Mhm. Vous reprenez d'ailleurs en exergue dans votre étude ce petit extrait du livre de l'écrivaine Fadela Mrabat, une des premières féministes algériennes, ou du moins connues, euh, qui dit: Il en est de la libération des femmes comme de l'indépendance nationale. Elles s'arrachent. Les colonisés, les prolétaires qui se sont libérés ces dernières décennies ne doivent qu'à eux-mêmes leur salut. Voilà, c'est extrait de La femme algérienne, suivi de Les Algériennes, donc sorti en 1983 en France. Fadela Mrabat, donc écrivaine, une des premières féministes à avoir d'ailleurs payé très cher son combat et sa prise de position. Alors, aujourd'hui, si on doit se regarder devant, vers le futur du mouvement, vous le voyez, vous êtes plutôt optimiste quant à son développement ou pas, ou mitigé? Je suis Et modérément quels sont les optimiste. porte-paroles aujourd'hui? Quelles sont les personnalités que vous pensez porter ce mouvement à bras-le-corps aujourd'hui? Alors, individuellement, comme ça, il y a des noms qui reviennent, évidemment, que ce soit des noms de féministes dès les années 80, 90, même 70. Je pense à Fatma Ousdiq, à Nasser Amrah, je pense aussi aux nouvelles générations. Je pense par exemple, aux initiatives, par exemple, aux archives des luttes des femmes en Algérie, portées par Saadia Gassem, Awel Hawati et Lydia Saïdi. Je pense au projet collaboratif de recensement des féminicides porté par Naliman Moussi et oui, Amaures. Et après, il y a toutes les féministes aussi qui, en dehors d'Alger et des grandes villes, militent au niveau local, que ce soit à Oui, Constantine, Bdjaya, Oran, etc., avec des antennes. Il y a beaucoup de noms comme ça qui me viennent en tête, mais au-delà des individualités, enfin, c'est des projets à la fois collectifs et des organisations, enfin, qu'elles soient structurées, qu'elles aient un statut juridique sous forme d'association ou que ce soit vraiment des initiatives indépendantes bénévoles, je trouve que je enfin, suis c'est assez juste des optimiste. plateformes sur les réseaux sociaux aussi, hein, sont très actifs sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc, les réseaux Mhm. sociaux sont aussi un terrain de lutte à part entière, hein, surtout quand elles font face au lynchage, au harcèlement, etc. Oui. Mais je pense qu'il y a une volonté comme ça d'asseoir cette question et qu'en fait, on ne peut être qu'optimiste parce qu'il y a aussi il y a un renouvellement générationnel aussi qui fait que bien qu'on ne se dise pas féministe comme ça dans la rue ou de manière comme ça assez revendiquée de la manière, à la manière des militantes, il y a dans la pratique de tous les jours des Algériennes une forme de féminisme. Dans le fait comme ça de ne plus se laisser faire, d'être mobile,
de porter une certaine voix, même au niveau de la famille, de la structure familiale, il y a des choses qui changent. Personne aujourd'hui ne veut pour ses filles qu'elles vivent comme leur grand-mère. La société est en train de changer et le problème, c'est que les lois ne changent pas au rythme de la société. Et pourtant, Mhm. la Constitution consacre l'égalité entre les citoyens et les citoyennes. Donc en fait, ce n'est même plus une question de loi où on va décréter l'égalité par le haut, c'est vraiment une question de pratique sur le terrain. Et je pense qu'au niveau des rapports sociaux entre les hommes et les femmes, etc., l'égalité prend son chemin, mais la lutte est féroce. Parce qu'en face, il y a aussi des perdants aussi. Quand on va abdiquer de nos privilèges masculins, etc., c'est pas si évident que ça. Donc, il y a les rapports sociaux entre les hommes et les femmes sont vraiment bouleversés. Et je pense qu'on s'en Mhm. rendra compte, peut-être pas tout de suite, mais dans quelques décennies, il y aura vraiment, il y a des choses qui prennent aujourd'hui qu'on ne voit pas forcément, parce que c'est sur le temps long, mais les choses changent. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça change partout, pourquoi pas en Algérie. Très bien. Alors, nous allons parler de la génération du môle d'Alger, qui est le titre de votre premier livre, n'est-ce pas? Tout Vous à en avez fait. écrit d'autres, tout à fait. Non, non, c'est le Donc, premier. voilà. Vous êtes jeune, hein, Lydia, je ne sais si on peut donner votre âge. Je viens de faire 27 ans. 27 ans, voilà, formidable. Alors, la génération du môle d'Alger, votre livre revisite, regroupe vos passions, hein, dont je parlais au début de cet entretien. Donc, vos passions pour les arts visuels, la peinture, la poésie, l'histoire. Et vous mêlez dans ce livre, vous nous trempez dans le Alger des années 40, 50, avec des personnages qui ont existé, des artistes peintres, des Chokri Mesli, Mohamed Issiakhem. Vous convoquez également dans votre livre Mustafa Ketel, Mohamed Dib, euh, Jean Sénac, et un personnage, un artiste peintre, où j'ai l'impression que vous penchez peut-être un peu plus, hein, je me trompe peut-être, il s'agit de Sauveur Galliero. D'ailleurs, Sauveur m'a tout de suite interpellée parce que ça me rappelle, ça nous ramène à une adresse où on mange du bon poisson à Alger. Je ne sais s'il y a un lien entre le restaurant et le nom de ce peintre. En tout cas, la question est lancée pour ceux qui auraient la réponse. Alors, comment est venue l'idée de revisiter l'histoire dans cette partie de l'amirauté d'Alger avec tous ces artistes peintres? Et il y a du vécu, il y a de la fiction, mais il y a du vécu aussi. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher et comment? Alors, au départ, je ne voulais absolument pas travailler sur un collectif ou un groupe parce que je n'avais même pas connaissance de ce groupe. J'avais Oui. vraiment commencé avec On les Sauveur appelait Gallier. vraiment la Mole d'Alger? On les appelait vraiment, c'était leur nom? Oui, Le en fait, Môle d'Alger, pardon. Le Môle oui, la d'Alger? génération du Mol d'Alger, c'est une appellation qu'on doit à un artiste qui était aussi architecte qui s'appelait Jean de Maisonseul, qui, à l'indépendance de l'Algérie, a dirigé le musée des Beaux-Arts. Donc, il était à Alger et il avait lancé cette appellation du temps de génération du Môle d'Alger parce que les peintres avaient élu pour quartier général le fameux Môle d'Alger. Et après, Jean Sénac, à l'indépendance aussi, reprenait beaucoup cette expression. Elle était un peu tombée dans l'oubli depuis, mais en farfouillant un peu dans les archives, en dépouillant quelques écrits par-ci par-là, je retrouvais en fait à chaque fois cette expression. Et je pense elle est belle parce qu'aussi, enfin, le terme génération n'est pas qu'à entendre en termes d'âge. Il y a une génération aussi, une idée de communauté rassemblée autour de certaines valeurs, notamment la liberté de création, un amour de la mer, le goût pour une certaine rébellion en contexte colonial, etc. Hmm. Au départ, je m'étais vraiment intéressée à l'œuvre de Sauveur Galiero parce que j'avais vu certaines de ses peintures qui m'ont vraiment interpellée. Je ne le connaissais absolument pas. Enfin, je le connaissais vaguement de nom, mais je ne m'étais jamais intéressée à sa production. Et en fait, ça faisait écho à ce que je voyais depuis ma fenêtre à Alger, etc. Il y avait des vues sur Saint-Eugène, des marines, etc. Et en rencontrant sa famille, notamment son fils Christophe, je découvrais en fait que derrière Sauveur Galiero aussi, il y avait toute
toute une pléiade de peintres, de poètes, de journalistes, d'intellectuels qui ont formé, comme le disait le poète Odisio, une internationale des peuples de la mer, donc un groupe de copains, une bande de copains, qui, dans l'Alger post-Seconde Guerre mondiale, avait évolué en fait dans la ville en étant assez sulfureux pour l'époque, parce qu'en même temps, c'était un groupe de libertaires, hein, une bande de copains, et qui étaient profondément anticoloniaux. Certains d'entre eux sont vraiment engagés pour la lutte de libération de l'Algérie. Il y avait Vous parlez beaucoup des de peintres européens des peintres d'Alger. européens, notamment, oui. Mhm. Après, ce qui est intéressant dans ce groupe, c'est qu'il était à la fois transclasse, donc il y avait des peintres bourgeois, certains qui étaient ouvriers, par exemple. On avait des artistes donc d'origine européenne et des artistes algériens. Il y avait une forme de cosmopolitisme aussi. Étaient originaires d'Italie, certains venaient d'autres régions d'Algérie, multiconfessionnels. Donc c'était un fait assez inédit en situation coloniale, où il y avait de la ségrégation entre les communautés, entre les colons Mhm. et ce qu'on appelait à l'époque les indigènes. Donc c'est un fait assez inédit d'avoir comme ça une espèce d'élite culturelle un peu un ovni comme ça qui se déployait dans la ville et qui se revendiquait en fait de toute cette histoire algéroise très liée à la mer, etc. J'ai une question. Alors, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ces artistes européens dont vous parlez, les Européens d'Algérie, eh ben, ils se faisaient on les appelait les Algériens, les artistes algériens, c'est-à-dire que la presse métropolitaine les considérait comme des artistes algériens et les autres artistes arabo-berbères, donc les locaux, ben, c'était des indigènes. C'est incroyable. On n'avait jamais entendu ça comme ça. Hein. C'est assez. 60 ans après l'indépendance, c'est vrai que ça fait quelque chose de. Oui, 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 Et c'est vrai. Oui, en oui. fait, dès le mouvement algérianiste au début du XXe siècle, donc les Européens d'Algérie, enfin les premiers à s'être installés ici, voulaient créer une espèce d'identité provinciale, régionale, assez conservatrice, où ils s'identifiaient comme algériens. Donc algériens, en mobilisant par exemple tout le passé un peu antique, romain, grec, latin, chrétien de l'Algérie, pour se revendiquer d'une filiation nord-africaine Oui, française, dans le cas de l'Algérie française. Et donc, c'était eux les Algériens pour l'époque. Et progressivement, ce qu'on a appelé la peinture algérienne, ou ce qu'on a appelé la filiale ensoleillée du génie français, oui, etc., l'école d'Alger. l'école d'Alger, c'était une forme d'algérianité, mais dans un cadre colonial. Or, ce qui est intéressant avec la génération du Maule, c'est que ça accompagne le mouvement de décolonisation et que c'est une algérianité qui se décolonise. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, on retrouve des coupures de presse, que ce soit métropolitaine ou en Algérie, qui dit, par exemple, que Sauveur Galero ouvre la voie à une peinture proprement algérienne. Et là, l'algérianité, beaucoup plus locale, elle est moins fictive en fait, elle est moins coloniale, elle se radicalise. Et son point culminant, c'est bien sûr l'insurrection de novembre 54, où là, on retourne l'appellation et là, on se l'approprie pour les Algériens, les autochtones, en fait, les personnes originaires d'Algérie, le peuple algérien à qui on a même retiré, en fait, l'appellation. C'est quand même assez fou. Oui, oui. Et donc, ce groupe permet, je pense, permet à partir des années 40, il prépare en fait ce qu'on va appeler l'art algérien moderne à l'indépendance, parce qu'il va aussi affirmer une identité politique et culturelle algérienne qui est radicalement différente de l'algérianité coloniale des pieds noirs en fait. Oui, et on le verra dans l'évolution des peintures de Mesli, de Issi Hakhem, Absolument. qui ont été d'ailleurs, dont le sauveur Galiro a joué un rôle primordial, hein, leur arrivée à Alger, puisque Mesli était de Tlemcen, Issi Hakhem venait de la région de Kabylie, Baya venait de Blida. Il y a une femme aussi, hein, au milieu de tous ces hommes, il y a Baya également. Donc, vous dites que Sauveur Galiro a joué un rôle important dans leur vie en les introduisant dans les réseaux culturels de l'époque qu'il fallait, en hébergeant Mohamed Dib, Jean Sénac. Voilà, en tout cas, l'histoire de nous donner envie d'en connaître un petit peu plus, même beaucoup plus, sur la vie et l'œuvre de Sauveur Galiro, qui a natif d'Alger, de Bab el Oued, et qui a peint Alger, la mer, l'amirauté,
qui en a fait ses thèmes de prédilection, Lydia. Voilà. Alors, nous allons, comme le veut la tradition dans cette émission, et après le volet professionnel, vous connaître un petit peu plus sur un aspect un peu plus personnel, même s'il ressort beaucoup, hein, dans le professionnel et le personnel sont souvent liés dans ce genre de domaine. Je l'ai dit au début, donc vous êtes née et vous avez grandi à Alger. Vous vous définissez comme épicurieuse à Paris et épicurienne à Alger. C'est intéressant. Ah, ça me fait... Elle est belle cette J'ai expression. trouvé ça. Oui, Je j'ai devais être trouvé ça. ado. Je devais être Oui, ado pour sortir un truc pareil. Oui, enfin, j'aimais bien l'idée de... Après, on peut être aussi l'inverse. J'aimais bien l'idée épicurieux, enfin oui, oui. d'apprécier les choses, mais de toujours se poser des questions Ouais. sur ce qui semble aller de soi. Et je pense que c'est... Je sais plus quand est-ce que j'ai écrit ça, mais je pense que Est-ce le que goût de c'est la toujours recherche... d'actualité? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, oui, je dirais oui. Et après, mais je dirais épicurieuse dans les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par déformation professionnelle, le fait de faire de la recherche invite en fait à chercher toujours à comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela, et à toujours Oui, apprécier les choses, mais toujours se poser des questions. très bien. On va essayer de vous connaître à travers vos goûts culinaires, vos lectures, le genre de cinéma que vous aimez, par exemple. Alors d'abord, en cuisine, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez manger? Quel est le type de cuisine que vous aimez le plus? J'aime bien, j'aime bien ce qu'on fait en Algérie déjà. Oui, La gastronomie algérienne. Après, je suis très portée sur tout ce qui est méditerranéen, la cuisine italienne, grecque, les pâtes, les salades, les gratins, avec des légumes, etc. Donc, c'est assez une cuisine un peu ensoleillée, je dirais, avec beaucoup de pâtes, beaucoup de sauces, beaucoup de gras. Cuisine assez tomates, riche, huile d'olive, tomates, huile d'olive, et qui est aussi très et diététique aussi. Il y a saine. beaucoup de Oui. légumes, Mm. qui est saine en même temps. Voilà, après, moi, j'aime à peu près tout, enfin, même la gastronomie un peu asiatique, etc. J'aime bien. Indienne aussi, j'aime bien. Éclectique. Très bien. Oui. Vos lectures, alors, sont-elles toujours en rapport avec vos domaines de recherche universitaire ou vous allez nous étonner avec un type de lecture improbable? Alors en ce moment, c'est surtout de la lecture dans le cadre de la thèse. C'est beaucoup d'essais, beaucoup de recherches, beaucoup de mémoires, etc. pour la bibliographie. Mais à part ça, enfin, j'ai toujours lu des romans, enfin très jeune, des romans, de la poésie, mais pareil avec des goûts assez éclectiques, mais peut-être une certaine sensibilité à une certaine forme de littérature, mais en général, je reste ouverte à un peu tout. En musique? Alors, en musique, moi, je dirais pareil, en fait, je n'aime pas du tout les espèces de go qui nous enferment comme ça je suis plus sensible à une œuvre en particulier, à un artiste, que ce soit en musique ou même dans les arts visuels en général, que un courant comme ça, un style ou Oui, après il ou y a un forcément genre, des d'accord. préférences ou un genre, mais j'aime bien me laisser surprendre plus par quelque chose de singulier que par voilà un style particulier. Cinéma? J'imagine que c'est la même réponse. Non? Oui. Après, je pense on a forcément des goûts, mais je pense pas que le goût va déterminer comme ça. Je vais pas dire non, je vais pas voir ça parce que je déteste. Et quel Je film pense qui raconte je suis quelqu'un de l'histoire, très curieux. des biographies Oui, de peintres, j'aime hein, beaucoup les de biographies. personnalités, de... Et j'aime bien les films bavards où il y a beaucoup de dialogues, où le texte est travaillé, etc. Mais après, je pense que je suis quelqu'un de très curieux et donc il faut vraiment que ça soit nul pour que je me dise non, j'irai pas voir ça. Donc Mhm. il y a toujours cette envie de connaître quelque chose, découvrir quelque chose qui ne me soit pas familier. Parce que sinon, je me serais vraiment comme j'ai des goûts hyper précis, paradoxalement, je me serais vraiment limitée à ce que je pense aimer et j'aurais pas eu je serais pas allée spontanément comme ça vers quelque chose d'autre, alors que je pense que ça m'aide aussi à m'ouvrir, de pas m'enfermer dans un univers particulier. Mhm.
Alors, je l'ai dit au début de l'émission, donc vous êtes basé à Paris, ou vous avez quitté Alger pour étudier, poursuivre vos études et travailler. Est-ce que vous restez très connecté avec l'Algérie à travers la presse digitale, les réseaux sociaux, toutes les plateformes d'information? Est-ce que vous, en tant qu'Algérienne à l'étranger, en tant qu'universitaire, chercheuse, est-ce que cela vous êtes beaucoup dans votre travail et donnez-nous peut-être, étonnez-nous, donnez-nous peut-être un nom de plateforme ou de page où on trouve de l'info, où on s'informe en dehors des circuits, bien sûr, conventionnels. Une plateforme autour de l'Algérie Oui, ou oui, ah, ou une page de réseaux sociaux, euh, justement j'aime sur bien le parler. féminisme, par exemple, Oui, ou sur d'autres. Je sais alors qu'il y en sur a le beaucoup. féminisme, il y a le journal féministe algérien, donc c'est une page sur Facebook. Il y a de nouvelles pages comme ça qui se créent, qui documentent en fait cette actualité féministe. Après, pour la presse en général, il y a de nouvelles initiatives, hein. Je pense au journal électronique, par exemple Toila, Mhm, euh, qui est basé en Algérie un peu sur le format de Mediapart. En France, il y a toute la presse écrite en fait traditionnelle qui se met au digital aussi avec comme vous par exemple, comme les tout à vidéos fait. d'histoire d'Algérie. Je pense aussi après à des initiatives culturelles aussi qui essayent de créer des formats digitaux. Je pense à la galerie Rhizome qui organise Mhm, des entretiens avec des artistes par exemple ou une certaine médiation culturelle en ligne. Et c'est nouveau en Algérie et c'est hyper intéressant de suivre ça. Je pense à la plateforme culturelle Maghreb Experience qui permet de créer du contenu culturel beaucoup plus axé tourisme culturel sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Il y a beaucoup comme ça aussi, surtout sur Instagram, des initiatives très portées sur les archives, sur le patrimoine, etc., c'est ce qui qui vous essayent de... intéresse. Ouais. Et c'est hyper intéressant de voir que ça intéresse des générations très très jeunes. Et il y a une certaine volonté de se réapproprier certaines esthétiques, etc. C'est très intéressant. Et en même temps, on se demande aussi quid du présent, en fait. Qu'est-ce que ça nous dit aussi, notre rapport à l'époque contemporaine, cette volonté aussi de toujours se dire qu'il y avait un âge d'or, voilà, il y a une forme d'idéalisation aussi du passé qu'on retrouve Ouais. parfois dans plusieurs contextes, hein, que ce soit au niveau des droits des femmes, au niveau de la culture. Il y a une forme de nostalgie comme ça, un peu, qui touche les jeunes générations en même temps Ouais. que d'autres personnes. Voilà, après, est-ce que je suis connectée à l'Algérie? Oui, ben déjà parce que mon travail porte aujourd'hui sur l'Algérie et la Tunisie. J'y vais très, très régulièrement. Mais c'est vrai que la période du Covid était très compliquée parce qu'on était tous confinés aux quatre coins du monde et que le fait aujourd'hui qu'on puisse y retourner, c'est hyper rassurant et ça fait beaucoup de bien. Très bien, Lydia Haddag. Alors, la toute dernière question, tradition de notre interview, euh, va vous faire revenir au jour du grand départ, le jour où vous avez fait votre valise pour partir en France, étudier. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez pris dans votre valise comme objet précieux à vos yeux? Qu'est-ce que j'avais pris comme objet précieux? Euh, je pense que j'avais un collier, il me semble, que ma mère m'avait offerte. J'avais les premières boucles d'oreilles que ma grand-mère m'avait offertes. C'était des boucles d'oreilles en argent. Et je pense que ma mère m'avait donné un Coran très beau, très illustré, orné, etc. Enfin, je pense à ça comme ça de Oui. prime abord. Sinon, j'avais eu la chance à l'époque, parce que j'avais d'abord vécu 2 ans à Menton, dans le sud de la France. Et mes parents avaient pu faire le déplacement avec moi. C'était à 1 heure de vol. Et en fait, je pense que ça m'a aussi préparée parce que ça ressemblait beaucoup au climat, à Alger. Oui. C'est une toute petite ville, donc à taille humaine, etc. Donc, c'était pas vraiment un choc. Mais Mhm. c'est vrai que ça va bientôt faire 10 ans. Et on s'en rend pas compte que... Oui, oui. Mais je me souviens d'avoir une émotion très forte d'être enfin devenue une femme adulte, en fait. D'habiter seule, d'être...
que c'était un nouveau cap dans la vie. Et que, oui, voilà, et que vous volez de vos propres ailes. Ah, c'est Voilà, ça. voilà. Lydia Haddad, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir fait votre diasporama aujourd'hui à partir de Paris. Et je rappelle à nos visiospectateurs et que je remercie de nous avoir suivis, qui peuvent continuer ou reprendre cet entretien à tout moment sur nos plateformes digitales, donc le site web, les réseaux sociaux et la chaîne YouTube du Soir d'Algérie. Voilà, à très bientôt. Lydia Haddad, à très bientôt. Merci Vous étiez beaucoup, avec Maya. nous à partir de Merci. Paris. Au Au revoir. À revoir. bientôt. Au revoir.